On va commencer, je pense. Je vous donne le top. Merci. Bonjour à toutes et toutes. Un grand merci d'être venus nombreux pour cette conférence CITEM, dont le thème est « L'IA peut-elle décrire une œuvre ?» avec un point d'interrogation. Et je ne suis pas certain qu'à la fin de cette conférence, on ait une réponse définitive à cette question, mais on espère vous donner quelques éléments d'appréciation. Je remercie très chaleureusement toute l'équipe de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme et particulièrement Héloïse Bugeaud pour sa participation à cette conférence. Quand on parle d'IA, beaucoup d'échos qu'on en a sont des échos très théoriques. Là, on est engagé dans un partenariat entre Flora Software et Saint-Nazaire Agglomération Tourisme sur l'analyse de fonds d'images par l'IA et on progresse la main dans cette découverte de ce qu'on peut faire pour les musées, pour les institutions patrimoniales et scientifiques avec l'IA. Je remercie également Joséphine Ducruet, ici présente, qui tout à l'heure vous montrera un exemple réel en prenant quelques photos prises à peu près au hasard et vous montrer ce que donne l'IA en analyse en temps réel. Ça vous donnera quelques idées de ce qu'on peut faire. Le point central de cette conférence, c'est le retour d'expérience et les points d'attention de première passe, de premiers tests en réel sur un fonds d'image de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme. C'est pour ça que je ne vais pas être très très long. Je vais néanmoins rappeler, pour ceux qui nous connaissent un peu moins, qu'est-ce que fait Flora Software et quelle est la feuille de route de notre logiciel. Je ne m'y étendrai pas. Flora est un logiciel qui est une plateforme de gestion des collections qui équipe environ 400 musées en France, en Belgique et en Suisse. Flora couvre les 4 grands domaines qui sont attendus dans la gestion des collections d'institutions patrimoniales, c'est-à-dire l'inventaire, la documentation. Flora, de ce point de vue-là, intègre un DAM, et c'est dans ce cadre-là que se trouvent justement les fonctionnalités d'analyse par l'IA. La régie des œuvres, avec tout ce qui concerne les expositions, les mouvements, les chantiers des collections, etc. Et puis le récollement, notamment le récollement décennal quand il est obligatoire, mais également dans d'autres institutions des utilisations particulières du récollement. Notre feuille de route dans Flora est simple et claire. On vient de sortir à la fin de l'année précédente une version 4.7 qui est une version absolument majeure. Et c'est dans cette version que nous allons intégrer les nouvelles fonctionnalités de l'IA progressivement au fur et à mesure qu'on les développe. On présente aussi au CITEM pour la première fois notre nouveau module qui s'appelle Flora Récollement, qui est un module de récollement en mode déconnecté, qui fonctionne très bien sur tablette et qui permet vraiment, véritablement de gagner du temps dans ce processus qui est très chronophage et complexe pour les musées. On a notre module qui s'appelle Flora Archéo, notre offre Flora Collection en matière de portail des collections, et puis Flora Bib et Flora Archive qui existent déjà depuis longtemps dans Flora et qui permettent à certains de nos clients de gérer complètement la bibliothèque du musée, par exemple, et les archives du musée. Et on prépare, ce qui est un point important et qu'on présentera au CITEM 2027, une nouvelle interface utilisateur qui s'appellera Flora Next, qui est une refonte complète de l'interface utilisateur de Flora. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette galère? Pourquoi utiliser l'IA dans Flora? C'est une question dont la réponse n'est pas pour être à la mode. C'est en fait un besoin que nous ont remonté nos clients, notamment au travers du club utilisateur qui s'appelle Florilège, qui est un club très actif. Et la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait de fonds d'images importants, de volumétrie importants, quand on n'a pas les moyens de les indexer manuellement et quand il faut créer des outils qui vont permettre de débroussailler la collection. Donc on a essayé de répondre à cette question-là et Héloïse Bugeaud vous montrera tout à l'heure des exemples tout à fait concrets de ce que ça donne. Et cette intégration dans Flora, elle se fait à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la capacité qu'a Flora d'indexer une image isolée ou un panier d'images. Donc quand vous ajoutez dans Flora une image, lui pourra vous ressortir automatiquement une légende, une description et des mots-clés selon un paramétrage qui sera le paramétrage spécifique à la collection analysée.
Donc ça veut dire qu'on permet d'avoir un prompt personnalisé. On n'analyse pas de la même manière un fonds touristique, un fonds en beaux-arts, un fonds d'art contemporain ou d'archéologie. Et c'est très important de pouvoir justement, de ce point de vue-là, donner des indications à l'IA sur ce qu'on attend d'elle en termes d'analyse. Un principe fort pour nous depuis le début, c'est d'être indépendant des services IA eux-mêmes. On est aujourd'hui sur Mistral essentiellement pour des raisons de confidentialité des données. Mistral, par un compte professionnel, nous assure de ne pas faire sortir et de ne pas réutiliser les données analysées par le musée pour préserver la confidentialité des données. C'est un des points d'attention tout à fait importants dans l'organisation qu'on a mis en œuvre. Et on est en train de monter une plateforme qui nous est propre, qui nous permettra d'être indépendants des plateformes elles-mêmes et peut-être d'utiliser des plateformes open source. Et puis un autre point d'attention qu'on a mis en œuvre dans la nouvelle version de Flora, c'est de veiller à ne pas mélanger une indexation automatique par l'IA et l'indexation qui a été faite par des professionnels. Donc chaque fois que l'IA indexe une photo, les données vont apparaître dans des champs spécifiques qui ne sont pas mélangés avec les champs qui auront été faits manuellement par un indexeur professionnel. Néanmoins, en recherche, on va prendre en compte les deux champs. Et si le champ d'indexation manuel n'est pas rempli, on va afficher à l'écran le champ d'indexation de l'IA en indiquant quelle est sa source. C'est un point très important de ne pas mélanger les deux. Deuxième offre qu'on a mis en œuvre et on est dans ce cadre-là pour ce qui concerne le travail réalisé pour Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, c'est la capacité d'indexer en masse des fonds importants d'images. Alors quand je dis en masse, ça peut être 1 millier d'images, 10 000 images, 100 000 images, 1 million d'images. On a un client qui nous a signalé avoir un fonds de 3 millions d'images à indexer. 3 millions d'images, ça doit être 300 anéums, quelque chose comme ça. Je n'ai pas fait le calcul, mais s'il faut le faire à la main, c'est évidemment totalement impossible. En revanche, le donner à une IA automatiquement, c'est l'affaire d'une dizaine de jours. Et au bout d'une dizaine de jours, vous pouvez obtenir un fonds qui est déjà au moins pré-indexé. Et puis, troisième évolution sur laquelle on est en train de travailler, c'est de réaliser la même chose pour des documents bureautiques, Excel, Word et surtout des PDF. On a beaucoup de clients qui sont des centres de documentation, qui ont des collections de PDF en OCR et qui ont du mal à les exploiter. L'IA peut permettre justement automatiquement, même à partir de documents qui sont dans plusieurs langues, d'avoir une unité d'indexation documentaire. Je vais donner maintenant la parole à Joséphine Ducruet qui va vous montrer de manière concrète ce que ça donne cette indexation dans Flora. On va vous montrer l'indexation unitaire, c'est la plus intéressante, c'est quand on fait un glisser-déposer de l'image dans Flora, qu'est-ce qui se passe et combien de temps ça prend. Alors on a une connexion Internet qui est très médiocre dans le fond de la salle et par nos téléphones, mais vous verrez que de toute façon, un des critères de succès, c'est que c'est rapide et pas très compliqué. Joséphine, je te donne la parole. Oui. Alors du coup, je vais aller sur une base Flora. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas trop Flora, en fait là on va mettre une image dans ce qu'on appelle une notice photo. Donc une notice photo, en fait, c'est vraiment l'endroit où on va mettre toutes les informations de description de la photo. Donc ça peut être qui est le photographe, à quelle date la photo a été prise, les informations surtout sur les droits, mais surtout aussi tout ce que va représenter la photo. Donc pour pouvoir utiliser l'IA, je vais aller créer du coup une notice photo. Je vais volontairement pas mettre d'informations dans cette notice photo pour que justement l'IA s'en charge à ma place. Alors comme le disait François Laurent, la connexion n'est pas très très bonne, d'habitude ça va beaucoup plus vite. Et donc là, j'enregistre ma notice sans mettre d'informations. Et là, en fait, je vais aller ouvrir du coup mon dossier où je vais avoir des images à indexer. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Par exemple, celle-là. Et je vais venir juste la glisser dans ma notice photo. Et là, en fait, c'est en train de mouliner parce que c'est l'IA qui est en train de travailler donc pour pouvoir indexer la photo. Et donc là, vous voyez que l'IA a ajouté directement des informations dans la notice. Donc, on peut voir qu'il a récupérer déjà le nom du fichier photo. Ici, il a fait donc une description détaillée de ce qu'il voit sur l'image. Il a généré aussi une légende et des mots-clés.
Donc vous voyez qu'à chaque fois, on a bien l'information. Vous voyez, on est dans un bloc spécifique analyse d'images par IA pour ne pas confondre avec l'indexation que vous pourriez faire manuellement. Parce que du coup, l'IA n'est pas non plus 100% fiable. Donc si vous avez besoin de remodifier ou d'apporter des précisions, la notice est toujours modifiable et vous pouvez toujours distinguer donc, de ce que votre analyse à vous de l'analyse qui a été faite par l'IA. Je peux aussi, bien sûr, faire des recherches sur les mots-clés, par exemple, qui ont été ajoutés dans ma notice. Donc, par exemple, si je prends le mot-clé Saint-Nazaire, pour rester un petit peu dans le thème de la présentation, si je vais aller faire une recherche, donc dans ma photothèque, donc si la connexion Internet veut bien, voilà. Et là, je viens mettre, du coup, mon mot-clé, je lance ma recherche. Alors, du coup, elle y est même plusieurs fois. Vous voyez que la photo que je viens d'indexer, du coup, est déjà bien présente. Et donc, je peux rechercher directement sur le travail qui a été fait par l'IA. Donc là, je peux le faire sur une photographie ancienne, mais ça marche aussi très bien avec une photographie d'objet. C'est-à-dire que là, si je viens créer une nouvelle notice de photo, et qu'encore une fois, volontairement, je ne mets pas d'informations dans cette notice, et que cette fois, alors je ne prends pas une photographie ancienne, mais plutôt une photographie d'objet, eh bien ça va fonctionner exactement de la même façon. Donc là, c'est l'IA qui est en train de travailler. Alors comme je disais, d'habitude c'est un peu plus rapide, c'est vraiment la connexion qui ralentit. Et là, vous voyez qu'il vient donc du coup identifier cet objet. Donc là, par exemple, il m'identifie bien que c'est un ancien moulin à café. Donc ça marche aussi bien donc, sur les photos que sur les objets. Là, je l'ai fait pour une photo, mais je peux aussi le faire avec des sélections de notices. Donc, par exemple, je peux aller dans ce qu'on appelle un panier. Donc, dans Flora, un panier, c'est ce qui permet de conserver des sélections de notices pour pouvoir travailler dessus plus tard. Donc là, par exemple, alors, nous, on a déjà préparé un panier avec donc, des images à indexer. Du coup, là, j'ai mes notices photos qui existent déjà, avec déjà des images associées à mes notices photos. Et grâce juste au bouton que vous avez jusqu'ici, eh bien, je vais pouvoir lancer une indexation par l'IA. Donc là, en fait, on va vous proposer déjà d'ajouter un contexte. Ça peut aider l'IA, en fait, pour bien comprendre, du coup, l'uniformité du fond et pour bien aider à la description. Donc là, par exemple, je ne vais rien mettre, mais vous pouvez mettre des choses pour aider l'IA à la description. Et là, du coup, l'IA est en train de travailler pour pouvoir indexer toutes les photos qui sont dans ma sélection. Donc je pense que, vu que la connexion n'est pas très bonne, ça va prendre un petit peu plus de temps que pour une seule image. Mais du coup, ça vous permet vraiment, sur une sélection de notices qui ont un même contexte, de venir préciser, par exemple, ce contexte, par exemple, de dire s'il s'agit de photographies anciennes, d'objets, etc. Et là, vous voyez que, du coup, l'IA a fini de fonctionner. Donc, pour chaque image, il m'a généré une description et des mots-clés. Donc là, on a fait une sélection d'images un petit peu représentatives de ce qu'on peut avoir dans des musées. Donc là, par exemple, je vais avoir un dessin préparatoire, une monnaie, un tableau impressionniste. Donc là, vous voyez, par exemple, dans les mots-clés, il m'a bien mis impressionnisme. J'ai une photographie ancienne de portrait. Vous voyez qu'il a même réussi un petit peu à reconnaître l'époque. Une sculpture. J'ai mis aussi un petit peu des sciences naturelles, donc par exemple de la minéralogie, ou un spécimen où là, vous voyez qu'il reconnaît bien qu'il s'agit d'un canard. Et je peux le faire du coup pour toutes sortes d'objets. Donc en fait, l'IA ici, elle va vraiment vous accompagner en fait plutôt pour dépouiller un fond. Il ne va pas pouvoir indexer vraiment toutes les notices à votre place parce qu'il n'est pas encore assez performant pour ça, mais pour dégrossir un petit peu un fond que vous n'avez pas encore indexé ou pour repérer un petit peu ce qu'il y a dans les collections, ça peut être assez pratique et ça peut du coup vous accompagner sur ces points-là. Et du coup, je vais laisser la parole à Héloïse qui vous parlera mieux que moi de ce compte-rendu qu'elle a pu avoir avec Flora.
Merci Joséphine. Avant de donner la parole à Héloïse, je veux vous dire, vous êtes les bienvenus sur notre stand qui est le stand A22 et on peut vous montrer à partir de vos propres images comment on peut les intégrer dans une base Flora. Ce sera encore plus démonstratif et on aura vraisemblablement un meilleur Wi-Fi. Héloïse, je vais vous passer la parole. Juste essayer de récupérer le PowerPoint, merci. Ah oui, tu es en mode... Hop. On avait fait ceinture et bretelles avec quelques diapos au cas où le Wi-Fi n'aurait pas du tout fonctionné. Héloïse, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Merci François Laurent, merci Joséphine. Moi je vais me présenter, Héloïse Bugeaud. Je travaille pour Saint-Nazaire Agglomération Tourisme. C'est une société publique locale qui a 3 missions de services publics qui lui sont déléguées, notamment l'Office de tourisme intercommunal de Saint-Nazaire et de son agglomération, l'exploitation d'équipements culturels et touristiques que sont Escale Atlantique, le musée des paquebots transatlantiques, le sous-marin Espadon et puis Éole Centre Éolien qui est un centre d'interprétation sur l'énergie marine éolienne. Et puis pour ce qui nous amène aujourd'hui, la valorisation du patrimoine, notamment à travers la gestion de l'écomusée de Saint-Nazaire qui est musée de France. Pour le contexte de ce qui nous a amené à travailler sur l'IA, l'écomusée de Saint-Nazaire, c'est à peu près 17 000 objets dans ses collections qui sont répartis sur 3 grandes thématiques. L'histoire de Saint-Nazaire et de ses habitants, les paquebots construits à Saint-Nazaire et puis le sous-marin Espadon qui est un sous-marin de la Marine nationale de la guerre froide. Donc 3 sujets assez différents. Et puis nous avons aussi un fonds patrimonial photographique. Aujourd'hui, pour la part qui en est inventoriée, on va dire qu'on est à un peu plus de 55 000 images inventoriées. Et puis, mais ce fonds, il est bien plus vaste que ça. Et on estime aujourd'hui qu'on a à peu près 75 000 items qui ne sont pas inventoriés et donc évidemment pas indexés. Comme beaucoup, notre structure elle a des moyens limités face à cette quantité. Et puis, on est confronté aussi à l'acquisition croissante de formats natifs numériques, notamment parce que l'écomusée de Saint-Nazaire est reconnu par les entreprises du territoire, et notamment industrielles, comme les chantiers de l'Atlantique, avec qui on travaille régulièrement, comme un acteur de la sauvegarde du patrimoine industriel de Saint-Nazaire. Et donc forcément, ce sont des partenaires, en tout cas des entreprises qui, quand elles donnent des choses à l'écomusée, le font en masse. Et puis un projet qui est né l'année dernière, nous avons en interne développé un laboratoire IA pour réfléchir et développer les usages de l'IA du coup dans le patrimoine et le tourisme. Donc ce sont un petit peu tout ce contexte qui fait que quand Flora Software a commencé à réfléchir sur ces questions d'IA, eh bien on a été intéressés pour réfléchir ensemble sur ce module. Une petite image pour vous montrer un peu ce que sont ces fonds patrimoniaux photographiques que nous possédons. Tout ça pour vous dire qu'il y a une diversité évidemment de sujets, mais aussi une diversité à la base de formats d'origine. On a aussi bien de la plaque de verre que du négatif, de l'hectachrome, du positif, des tirages évidemment, des cartes postales, du noir et blanc et de la couleur, bien évidemment. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'un fonds non indexé, eh bien, c'est un fonds muet, et donc on ne peut pas en faire grand-chose. Et dans le contexte actuel dans lequel nous sommes en tant que musée, nous sommes mis face à une limite, à ces limites en fait, d'une conservation de collections et de fonds patrimoniaux pour lesquels nous n'avons finalement ni connaissance, du coup ni usage, ni possibilité de valorisation.
Donc l'enjeu pour nous et les objectifs de l'écomusée, en tout cas en travaillant sur ce projet d'IA, c'est de pouvoir apporter un début de solution à ce problème grâce à une indexation générée par IA. Alors évidemment, ce qu'on vise, ce n'est pas une indexation équivalente à celle que pourrait faire un personnel de musée, mais plutôt une première indexation, Joséphine l'a dit, de dégrossissement, d'avoir une vue macro de ces fonds pour ensuite pouvoir identifier des corpus et travailler sur du coup des corpus cohérents. Ce que nous cherchons aussi, c'est avoir une cohérence avec les vocabulaires que nous utilisons déjà en interne, et puis une cohérence aussi avec, ce que l'écomusée, je vous l'ai dit, est Musée de France, donc une cohérence quand même aussi avec des vocabulaires scientifiques, et donc une conformité dans le fond et dans la forme avec ces attendus scientifiques. Ce qui nous intéressait aussi, c'est d'avoir une solution qui était compatible et ou intégrée à notre base de données. Donc nous sommes évidemment sur Flora. Et puis, ce qui intéresse dans l'IA aussi, c'est que l'IA elle est capable d'apprendre. Et donc, potentiellement, quand on a des fonds qui tournent autour de sujets précis, comme nous, par exemple, pour la construction navale, c'est cette capacité d'apprendre peut-être et de devenir plus performante aussi avec le temps. Le corpus test, donc on a travaillé sur ce projet, on a délimité un fonds qui nous sert de fonds, on va dire, témoin. Le voici, c'est un fonds que nous avions, alors on a un peu triché parce qu'en fait c'est un fonds qu'on avait déjà indexé, humainement d'abord. Donc ce fonds, c'est un fonds de photographe professionnel, il s'appelle Édouard Bourgueil, et qui a travaillé, enfin en tout cas pour le fonds que nous avons, couvre les années 1930-1940, donc un fonds avant-guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'occupation de Saint-Nazaire, et puis vraiment à la libération dans l'immédiate après-guerre. C'est un fonds qui est donc exclusivement en noir et blanc et qui a plusieurs supports d'origine à l'origine, donc plusieurs supports d'origine variable. On a du négatif, de la plaque de verre et du tirage. Et donc tout ça donne aussi une netteté d'image variable. Ce corpus test, c'était donc 1000 fichiers préindexés, ce qui nous a fourni, nous, une base de comparaison ensuite, quand on a commencé à travailler avec Flora. Donc ce corpus, vous allez le voir un petit peu sur mes slides, il va nous accompagner pendant les prochaines minutes. Donc comment on a travaillé, l'idée c'est qu'on a envoyé, nous, ce corpus de 1000 images à Flora Software, et eux nous ont renvoyé une première itération, donc un premier rendu, on va dire, de ce qu'avait fait l'IA. Je vous ai mis quelques extraits, donc là c'est avant que nous soyons intervenus. Ce qu'on peut voir de ça, c'est que l'IA était très hésitante, notamment parce que forcément, il y avait un cadre déjà qui avait quand même été mis par les équipes de Flora, et que du coup, quand l'IA n'était pas sûre, et elle ne l'était pas vraiment à chaque fois, du coup, elle n'osait même pas finalement qualifier ce qu'elle voyait. Ça donnait des descriptions qui étaient assez longues, mais aussi très vagues, et finalement, on n'en apprenait pas grand-chose. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y avait un manque de structure, et notamment parce que l'IA, finalement, n'avait pas cette notion de lecture d'image à laquelle nous, professionnels de musée, finalement, on est assez habitués. Et puis, le deuxième champ sur lequel on s'est penché aussi, c'est celui des mots-clés. Je vous ai mis quelques favoris du coup de cette première itération. Je pense que voilà, si vous travaillez dans une institution patrimoniale, il y a des choses qui vous marqueront comme nous, ça nous a marqué. Il y avait clairement un problème de définition de ce qu'est un mot-clé finalement, alors qui peut-être pour nous est en fait tellement naturel ou tellement ancré que c'est vrai que ça nous a beaucoup questionné finalement de devoir qualifier ce qu'était un mot-clé. On voit du pluriel, on voit que pour une même idée aussi, il y avait des concepts parfois différents qui étaient donnés en fait d'une notice à l'autre.
Et donc, il y avait un problème d'harmonisation, de cohérence entre les notices. Et puis, la température de l'IA qui avait été mise initialement était trop élevée, ce qui fait que ça donnait des choses comme ambiance nostalgique, par exemple, voilà, qui manquent un petit peu de neutralité. Et puis, surtout, dans une vue macro, la problématique qu'il y avait sur cette première itération, c'était le manque de stabilité, c'est-à-dire qu'un même mot-clé, finalement, était très peu réutilisé. Et ça donne cette statistique que vous avez 76% des mots-clés n'étaient utilisés qu'une seule fois. Ce qui est un peu dommage sur un fond qui est censé être un fond cohérent. Et puis, alors, j'ai fait la statistique sur le fond indexé humainement pour voir ce que ça donnait, et on était à peu près à 58%. Ce qui fait qu'on a quand même 20 points d'écart voilà, entre ce qu'a fait l'IA et ce que nous avions fait. Alors du coup, suite à ça, on a travaillé sur la question du prompt. Donc la prompt, c'est la commande qu'on va mettre à l'IA. Donc quand je parle de prompt, on parle de plusieurs pages de texte, c'est pas de lignes de commande. L'idée, ce qu'on a convenu en échangeant avec Flora Software, c'est qu'en fait, un prompt ne suffisait pas. Il fallait un prompt général qui allait cadrer finalement de manière assez neutre le projet, et en fait il fallait ajouter un prompt spécifique ensuite au fond. Donc pour le prompt général, l'idée c'était de lui donner effectivement les livrables attendus, donc les 3 champs dont a parlé Joséphine, les règles générales, interdiction évidemment d'inventer, la neutralité, le fait de ne pas faire d'affirmation psychologique, la contrainte aussi des formats de livraison. Et puis après, on a spécifié chacun des livrables, donc le format, les priorités, les chartes à respecter. Et puis après, les règles de contenu plus larges, donc la notion de lecture d'image, le niveau de précision, effectivement, et l'ordre recommandé des réponses. Et puis dans le prompt spécifique, l'idée, c'est d'avoir un prompt qui vient en surcouche et qui permet d'orienter en fait l'IA sur le sujet, sans pour autant autoriser effectivement l'invention. Cette deuxième itération, alors du coup, suite à ça, il y a une deuxième itération. Donc là, vous avez un comparatif. En noir, vous avez la première itération, puis en vert, vous avez la deuxième. Ce qu'on voit immédiatement, c'est que les descriptions, elles sont plus concises, elles sont plus claires, les phrases sont plus simples et elles viennent, on va dire, plus directement au sujet. Et globalement, elles sont mieux construites. Donc ça, c'est la suite de la description détaillée. Ce qu'on note aussi, c'est qu'il n'y a plus de répétition dans la description. Sur la première itération, elle tournait parfois un petit peu en rond, elle avait tendance à répéter un peu les mêmes choses. Et puis, on note aussi la disparition des phrases et hypothèses les moins intéressantes, comme vous l'avez dans la première itération. Vous avez une phrase qui dit « Il y a des arbres et du ciel, donc la photo est probablement prise en extérieur ». Bon, je ne suis pas sûre que c'était très pertinent professionnellement. Effectivement, dans la deuxième itération, cette hypothèse de l'IA a disparu. Les mots-clés. Alors, les mots-clés, on n'est pas arrivé au bout encore de notre travail, mais on note quand même... alors, on a effectivement, pour le moment, la définition, elle est encore un peu mal comprise. Il va falloir qu'on continue à travailler là-dessus. Et puis la réutilisation aussi des mots-clés, pour le moment, elle n'est pas acquise. Alors après, on ne l'avait pas trop travaillé sur ce prompt-là. Ça, c'est quelque chose qui nous attend. Mais ce qu'on note quand même sur cette deuxième itération, c'est la disparition des hallucinations. Ce sont les mots-clés que vous aviez en violet, hein, parce que vous pouvez chercher, il n'y a pas de cheval dans cette photo. Et puis, le respect quand même d'une charte de saisie. Vous voyez la différence d'écriture de Saint-Nazaire, par exemple. Il y a une disparition aussi des affirmations psychologiques, vintage, délabré. Voilà, ce sont des mots qui ont disparu du vocabulaire utilisé par l'IA. Et puis pour terminer, tout ça pour dire que l'IA ne remplacera jamais notre regard, en tout cas pas pour le moment. Et vous avez ici 2 exemples de photographies qui, par exemple, ont posé problème à l'IA et qui ont posé des limites finalement techniques. La première, vous avez le paquebot Normandie qui est en train de quitter l'estuaire de la Loire. Cette photo, elle est floue. C'est une plaque de verre à l'origine qui a été, donc c'est une photo qui est prise d'un avion
donc dans les années 30. Et on voit que voilà, tout est flou, ce qui fait que l'IA elle a du mal à comprendre finalement, elle a du mal à analyser le paysage. Et puis vous le voyez peut-être aussi, il y a des taches et il y a des traces sur cette plaque de verre. Et c'est souvent le cas sur les plaques de verre, c'est un support qui est assez fragile. Et du coup, elle a du mal à différencier une tache d'un motif réel de l'image. Et puis l'autre image, c'est une image qui lui a posé problème parce que finalement, elle n'est pas logique. Puisque ce que vous voyez, c'est une voiture qui est encastrée dans le toit de la caserne des douanes de Saint-Nazaire, qui est un bâtiment qui fait quand même 4 niveaux de haut. Et le souffle de l'explosion des bombardements a projeté cette voiture jusque dans le toit. Et puis en plus, la voiture a une forme qui rappelle un petit peu l'ouverture de toit, ce qui fait que là, clairement, l'IA, elle ne voit pas cette voiture. Voilà. Voilà pour moi. Je repasse la parole à François Laurent. Merci beaucoup, Héloïse. Par pudeur, vous n'avez pas cité un certain nombre d'hallucinations. Alors, on pourrait faire un bêtisier des hallucinations. Il y en a 2 ou 3 qui nous ont fait bien rire quand même. Quand l'IA a reconnu sur une photo du général de Gaulle un policier réglant la circulation. On a eu aussi sur un autre corpus que le vôtre, qui nous avait été fourni par le musée de la Grande Guerre à Meaux, on voyait des chevaux morts devant une tranchée de la Première Guerre mondiale, et l'IA avait reconnu des vaches pesant paisiblement au pré, ce qui n'était pas tout à fait le cas. La grande leçon en tout cas de cette expérience, c'est qu'il faut travailler à fond les prompts. Il faut demander des choses spécifiques à l'IA, et en l'absence, l'IA joue au poker, et c'est pas toujours lui qui gagne. Je vous propose de faire circuler la parole dans la salle et n'hésitez surtout pas à poser vos questions, essentiellement à Héloïse qui vous fera un retour sur son expérience. Je vous en prie. Qu'est-ce que c'est que la température? Quand on demande à l'IA d'analyser un corpus, on peut régler ce qu'on appelle la température. Et plus la température est élevée, plus on laisse l'IA imaginer et mettre du subjectif. Et plus la température est faible, plus on la contraint dans des choses sur lesquelles le pourcentage de probabilité de ne pas se tromper est élevé. Il faut savoir que l'IA fonctionne essentiellement par probabilité. Elle n'est jamais sûre de quoi que ce soit. Et si on ne lui demande pas de ne dire que des choses dont elle est certaine, elle peut tout à fait divaguer. Je vous en prie. On va peut-être... Louise, vous voulez répondre à cette question ? Alors moi, je ne travaille pas trop sur la médiation humaine. Je travaille plutôt en médiation numérique. Après, je ne sais pas encore. Je pense qu'il nous faudra un peu de temps pour être à l'aise avec nos publics, pour faire ça en direct, utiliser l'IA en direct avec nos publics. Parce que ça pose quand même pas mal de questions sur la véracité scientifique de ce qui est proposé. Donc, pour le moment, c'est vrai que moi, en tant que personne qui travaille dans une institution patrimoniale, j'aurais encore pas mal de précautions, je pense, avant de me sentir à l'aise pour l'utiliser avec des utilisateurs. Après, l'avantage que ça a quand même, ce qu'on fait, c'est que l'idée derrière, c'est que ces fonds, ils seront partagés. Alors peut-être pas, c'est pareil, on ne les partagera pas, je pense, avec cette indexation-là, mais ce qu'on fait là nous aidera ensuite à les partager sur nos portails et puis à les utiliser plus largement sur d'autres projets. Pardon, je crois qu'on avait une question au fond, et puis vous, madame, ensuite.
Alors, dans ce qu'on vous a montré, on utilise Mistral dans une version professionnelle, mais on a conçu notre interface chez Flora pour être indépendante de la plateforme utilisée. Et ce que j'avais dit très rapidement au début de la conférence, c'est qu'on est en train de monter notre propre plateforme qui s'appuie sur des moteurs open source. Une des choses très importantes, c'est de vous assurer systématiquement que les données que vous donnez à l'IA ne sont pas réutilisées de manière directe. C'est ce qui est le cas pour toutes les licences gratuites. Quand vous utilisez Mistral dans sa version gratuite, Mistral se réserve le droit d'alimenter sa propre intelligence artificielle avec vos données, et donc avec le risque que vos données puissent ressortir hors contexte un jour ou l'autre, ce qui peut poser des difficultés de propriété notamment. Madame, je vous en prie. Oui, du coup, vous avez parlé de la récurrence des mots-clés qui étaient utilisés une seule fois pour la plupart. Et moi, je réfléchis à la compatibilité, ou en tout cas la réciprocité entre d'avoir un langage normalisé pour décrire des images ou des documents. Et de fait, est-ce que l'IA va permettre, est-ce qu'on peut injecter un thésaurus et demander à l'IA de décrire à partir de ce thésaurus? Est-ce qu'on peut faire le chemin inverse, à partir des mots-clés trouvé par l'IA, faire émerger un thésaurus? Est-ce que ça va pouvoir être utilisé dans cette... Je réponds. Nous, en tout cas, ça fait partie des objectifs qu'on avait sur ce projet. C'était qu'effectivement, comme toute institution, on a notre thésaurus et que forcément, il est adapté à nos sujets. Donc, je pense que pour nous, c'est... Voilà, le rêve, c'est qu'effectivement, l'IA puisse partir de ce thésaurus-là pour faire une indexation effectivement cohérente. Et puis après, peut-être effectivement proposer d'autres choses. Alors c'est ça qu'il faudra pouvoir qualifier, quelle est la part de ce qu'elle prend de nous et peut-être voir ce qu'elle peut apporter. Mais en tout cas, nous, ça faisait partie de nos objectifs de départ. Oui. Alors, pour le moment, sur les premiers tests qu'on a fait, on n'est pas là. Jusqu'à présent, les itérations qu'on a faites, elles ne sont pas basées sur notre thésaurus. C'est quelque chose qu'on va travailler dans les semaines à venir. Parce que, donc, vous l'avez vu, c'est un projet qui est en cours voilà, et qui se développe. Alors, je peux rajouter qu'on a exactement le même objectif, et ça tombe plutôt bien, hein. C'est-à-dire de pouvoir vectoriser, c'est le mot qu'on utilise dans l'IA, c'est vectoriser un thésaurus existant et forcer l'IA à faire un alignement entre les mots-clés qui ont été décelés et le thésaurus existant. Après, on sait qu'il y aura des difficultés et des réglages à faire. Et on ne peut pas non plus l'empêcher de suggérer un mot-clé qui ne serait pas déjà dans le thésaurus, parce qu'on peut avoir une photo qui n'est pas déjà indexée dans le fond existant. Donc là, c'est un point sur lequel on travaille actuellement, et ce sera d'autant plus facile qu'on aura, nous, notre propre instance de l'IA, avec notre propre base de connaissances, qui sera beaucoup plus manipulable que si on s'adresse à une grosse base générique, comme c'est le cas aujourd'hui. Et vous testez ça aussi sur le texte? Oui, absolument, tout à fait. Et sur le texte, c'est un point très important. On a un ensemble de clients qui manipulent des centaines de milliers de PDF. Donc le fait de pouvoir les aider là-dessus, c'est tout à fait fondamental. Et c'est la même approche finalement que l'IA, c'est faire un lien entre un thésaurus existant, peut-être un thésaurus juridique par exemple, et des textes de loi. Ça peut être très intéressant d'avancer là-dessus. Je vous remercie vraiment beaucoup pour cette très bonne question. Il n'y en a pas d'autres. On est engagé, nous, de toute façon, dans une réflexion générale au niveau de la société et du groupe, puisque Flora Software appartient à un groupe qui s'appelle le groupe Ioni, dans la sobriété énergétique, autant que possible. Pour ce qui concerne l'IA, il y a vraiment tout un aspect qui nous échappe complètement, c'est qu'on n'a aucun retour de la part de la plateforme qu'on interroge là-dessus. En revanche, quand on l'aura hébergé chez nous, on aura, alors ça demande des machines assez puissantes, beaucoup de mémoire, on a des 128 gigas de RAM, des choses comme ça qui sont absolument considérables. Tera de RAM, pardon, même, non, giga, je m'arrête au giga. Et là, on saura calculer et évaluer la consommation énergétique, mais ça fait partie de nos points d'attention, vous avez tout à fait raison de le souligner, merci.
vidéo en Flora, une image d'archive vidéo notamment? Alors pareil, merci beaucoup pour votre bonne question. On verra, pour l'instant non. Pour l'instant non. La réponse rapide et facile, c'est non. Non, et puis les vidéos, enfin, chez nos clients, il y en a une quantité moins importante, il n'y a pas de masse. On n'a pas 1 million de vidéos, par exemple, comme on peut avoir 1 million d'images. On peut avoir quelques milliers de vidéos au maximum. Et souvent, l'indexation est plus facile humainement. Dans les images, on compte à peu près 70 images indexées par jour, au maximum. Vous voyez que sur un fond de 100 000 images, ça fait 5 ans, je l'avais calculé, je crois, ça fait 5 ans, 5 années hommes pour les indexer. Et je ne pense pas que vous ayez... Enfin, alors peut-être que vous avez 100 000 vidéos, mais c'est des projets particuliers. Je suis responsable des collections chez Gaumont Pathé Archives. Bah d'accord. Voilà. Merci, je comprends votre sujet. Après, donc, en tant qu'institution, nous, on a effectivement un fonds vidéo, alors qui n'est pas de la taille de notre fonds photographique, mais ce sont des questions qu'on se pose aussi. Notre fonds vidéo, il est dans Flora aussi, et ce sont des pistes qu'on creuse aussi, nous, pour que l'IA nous permette d'avoir des transcriptions, qu'elle résume les sujets des vidéos, etc. Donc nous, ce sont aussi des choses qu'on a réfléchi en interne dans notre laboratoire aussi. Et pourquoi pas après, peut-être avec d'autres, mais en tout cas, c'est effectivement des questions que nous, on se pose en tant qu'institution. Oui. Nous, on est tout à fait disponible, évidemment, pour discuter sur ce genre de projet. On n'a pas d'expertise aujourd'hui en vidéo et on a besoin de vos expertises à vous, institutions, pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire. Comme on a fonctionné avec Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, on pourrait fonctionner avec vous sur un POC au moins, voir ce que ça donne. Non, pas sur du médical en tout cas. On a parmi nos clients des institutions scientifiques. Par exemple, on a toutes les collections patrimoniales et scientifiques de Sorbonne Université, où là, on va être plutôt sur des collections de zoologie, de biologie, de paléontologie, etc., sur lesquelles l'IA est pas toujours très, très pertinente si elle n'a pas été entraînée sur le corpus précis. C'est un problème de généralisation, d'être généraliste. Les IA qu'on utilise sont généralistes, et que ce soit pour des radios ou pour de la zoologie, il faudrait qu'elle ait été entraînée déjà sur le sujet lui-même, sinon c'est trop précis. Elle va vous dire que c'est une mouche, mais ça n'intéresse personne, que c'est une mouche. Il faut le type de mouche précis. Et puis c'est un onos de dinosaure, d'accord, mais lequel ? Je vous en prie. Oui. C'est extrêmement spectaculaire parce qu'on a fait des centaines d'exemples, à vrai dire, sur des cartes postales avec des écritures manuscrites d'un côté, sur des enseignes, des noms de personnes écrites en bas à droite de la carte postale. Et l'IA a vu et a pu lire avec une assez bonne précision des choses que nous, on n'arrivait pas à voir ou qu'on n'avait pas vues tout simplement. Donc l'IA est pas mauvaise sur la reconnaissance optique de l'écriture, hein. En tout cas celle qu'on utilise. Mistral se débrouille plutôt bien. Comme on avait un exemple tout à l'heure dans votre... C'est une maternité, hein, c'est ça ? C'était la maternité de Saint-Nazaire, enfin ce qu'il en restait. Voilà, ce qu'il en restait. Il reconnaît bien le mot maternité sur le fronton. Et sur les enseignes, c'était pareil, les enseignes de tôlerie, etc. Après, on n'a pas fait le test pour le moment sur le verso de nos cartes postales, où là, peut y avoir des textes manuscrits, du coup... Là, c'est pour le moment dans le projet, en tout cas, on n'a pas fait ça. Après, vous l'avez peut-être fait de votre côté. On a fait quelques tests de notre côté et je dois dire qu'il lisait mieux que moi ce qui était écrit, avec les pattes de mouche un peu anciennes. Mais le problème est toujours le même. L'IA vous dira jamais « j'ai pas reconnu », je sais pas. Il va vous donner une restitution et à vous de vérifier que la restitution fait sens.
il faut toujours une deuxième lecture. C'est pour ça que nous, on positionne essentiellement cet outil-là comme un outil pour dégrossir, pour débroussailler des fonds, pas un outil d'indexation finale. Et je ne recommande à personne de les publier tels quels, sans relecture, sinon vous allez vous retrouver avec un général de Gaulle qui règle la circulation. Il y avait une autre question, pardon. Alors, dans le cas de Saint-Nazaire, je dirais que c'est une coproduction du prompt lui-même. On a travaillé main dans la main. On ne s'est pas posé la question de savoir à qui ça appartient et qui pourrait le revendre. En revanche, ce qui est généré par l'IA appartient en plein et en propre à Saint-Nazaire. C'est une chose qu'on répète en boucle à tous nos clients. Les données de nos clients appartiennent à nos clients. Et par ailleurs, on a une obligation morale de leur donner un accès le plus facile possible à ces données. C'est une bonne question, on l'a prise dans l'autre sens. On a demandé dans le prompt à l'IA de ne dire que des choses dont il est certain, dont elle est certaine. Alors la certitude pour l'IA, c'est jamais 100%, c'est un facteur tout à fait subjectif qui est certainement programmé quelque part dans ces neurones artificiels. Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est lui dire « avoue que tu ne sais pas ». Je vous en prie. Et quelles sont les perspectives d'ici 5, 10 ans? Parce que j'imagine que aujourd'hui, l'IA va progresser. C'est quoi les perspectives justement en termes de certitude par rapport aux infos Franchement, je serais l'homme le plus riche du monde si je pouvais répondre à votre question. On n'a aucune certitude. Enfin, évidemment, je ne sais pas ce qui sera dans 5-10 ans. On se doute de ce qui va se passer dans les 6 mois qui viennent avec l'amélioration considérable des bases de connaissances de l'IA, des entraînements de meilleur en meilleur, au détriment d'ailleurs des petites mains dans différents pays qui l'alimentent. Et puis la possibilité, moi ce que je vois beaucoup, c'est la possibilité de vectoriser un certain nombre de données et de spécialiser les accès qu'on a à l'IA de manière à traiter des fonds particuliers. Donc ça, c'est un des objectifs. La manière dont on s'arme par rapport à l'avenir, en fait, je réponds différemment à votre question, c'est par ces points d'attention qu'on a évoqués aujourd'hui. On sait que le prompt, qui au début avait commencé par quelques lignes, une dizaine de lignes, fait maintenant plusieurs pages, et qu'on ne peut pas s'affranchir, nous, d'une intelligence en amont, de demander précisément à l'IA ce qu'on attend d'elle. Et quelles que soient les évolutions et de la qualité de l'IA et de son analyse, l'humain sera toujours nécessaire en amont, en début d'analyse. Il faut un prompt qui ait un travail considérable et qui n'est peut-être jamais fini pour lui dire ce qu'on attend. Est-ce que vous avez d'autres questions? On se croit, oui. Alors, je réponds à l'envers à votre question. En fait, on ne sait pas qu'on peut le désactiver, c'est qu'il faut l'activer, le fait de faire une analyse par l'IA. Dans Flora, par défaut, il n'y a pas d'analyse dans l'IA. C'est un abonnement spécifique qui est nécessaire parce qu'on a un abonnement notamment à la plateforme qui réalise l'analyse. Donc par défaut, ça y est pas. Et puis les champs qu'on utilise dans l'IA sont totalement distincts des champs d'indexation manuelle. Justement, ça faisait partie des contraintes qu'on s'est données de séparer complètement les deux. Et vous pouvez avoir une base qui est mixte avec de l'analyse IA et de l'analyse manuelle. Et on a eu un petit algorithme très simple. Quand on affiche une image, s'il y a une analyse manuelle, c'est celle qu'on va afficher. S'il y a une analyse par l'IA, mais pas d'analyse manuelle, c'est celle qu'on va afficher. Donc à aucun moment, on ne trompe sur la marchandise.
pense qu'on peut prendre encore une question si vous voulez. On est parfait dans les timings. En tout cas, un très grand merci pour votre présence à cette conférence. Et on est tout à fait disponible sur notre stand à 22 si vous voulez nous donner une image. Et Joséphine se fera un gigantesque plaisir de l'intégrer dans la base et de vous montrer de ce que ça donne. Merci beaucoup à toutes et à tous.